Bonsoir Alain Bauer, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, fondateur du pôle sécurité-défense du renseignement et auteur de l'essai La vérité sur le système Epstein. On en parlera dans un instant, c'est aux éditions First, mais vous aviez aussi écrit Trump, le pouvoir des mots. Et quand on regarde les mots de Trump, ils disent l'accord devrait être signé demain, évidemment en lettres majuscules. Joli cadeau d'anniversaire. Et j'espère en lettres dorées, puisqu'il faut aller jusqu'au bout du concept. Oui, chez Donald Trump, tout est symbole. Et il y a à la fois ce qu'on voit, la provocation, la divagation, la digression, et ce qu'on ne regarde pas suffisamment, tellement on est sidéré par les épisodes précédents, les mises en scène, les tweets, les truths social, en veux-tu, en voilà, les mises en scène, le dernier clip étant encore plus créatif que les autres, on va dire, le clip anniversaire. Mais il y a aussi ce qu'on voit pas. Des négociations qui n'ont jamais cessé, des avancées sur certains sujets, un débat pour est-ce que ça sera mieux ou pas que l'accord de Vienne qu'il avait lui-même annulé en 2016. Mais in fine, contrairement à toutes les commentaires de commentateurs sur non mais c'est n'importe quoi, il se passe toujours quelque chose. Pendant qu'on regarde la main gauche de Donald Trump, la main droite continue à fonctionner relativement bien, de manière assez rationnelle. J'ai encore lu tout à l'heure un long papier de Foreign Policy où un des commentateurs habituels qui critique Trump en long, en large, en disant en fin de compte, je me suis quand même forcé à dépasser la sidération. Il y a une logique, elle est totalement bizarre, mais à la fin de la partie, il a plus de jetons qu'au début, et en fait, il y a que ça qui compte pour le joueur qu'est Donald Trump. En tout cas, vous dites effectivement que vous ne croyez pas à cette stratégie du fou. Au contraire, il avance. C'est la 39e fois, Patrick. 40e. Vous avez compté 40e fois qu'il dit on va signer un accord. Donc 40e fois. Est-ce que cette fois, c'est la bonne? Je crois à la stratégie du fou. La stratégie du fou a été inventée par Henry Kissinger, qui n'est pas dingue, pour Richard Nixon, en expliquant que cette stratégie devait permettre de résoudre toute une série de sujets entre le Vietnam, la Chine, l'URSS de l'époque, etc. Et cette stratégie a, du point de vue d'Henry Kissinger, plutôt bien marché par rapport à ce qu'il voulait faire, plutôt moins bien pour Richard Nixon. Ça a permis le phénomène de reconnaissance de la Chine et de rééquilibrage par rapport à l'idée qu'il voulait déjà d'éliminer l'URSS. Non, la stratégie du fou, ça marche bien, sauf que la stratégie du fou, en général, est faite par quelqu'un qui n'est pas fou. Nous, on pense que Trump est fou parce qu'il joue au fou. Je ne psychiatrise jamais à distance, je dénie d'ailleurs à qui que ce soit le soin de projeter sur quelqu'un qu'il n'a jamais vu, jamais rencontré et à qui il n'a jamais parlé, le soin de dire qu'il est dingue ou pas, parce qu'on n'en sait rien. On peut jouer au dingue, être dingue, et il y a même beaucoup de fous dangereux où ça n'est pas écrit dessus. Donc il y a un sujet. Mais derrière tout ça, que fait Donald Trump? Il est en train de reconquérir l'ensemble du continent américain. Le canal de Panama piqué aux Chinois, le Brésil prochain objectif, Cuba étouffé objectif intermédiaire. Il est en train de se préoccuper de comment il va pouvoir à la fin il ne restera que le Mexique. Il est en train d'essayer de détacher l'Alberta du Canada, c'est-à-dire briser la plus grande puissance pétrolière de son ami rival canadien. Pendant qu'on regarde Hormuz, il signe un accord militaire avec la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines pour contrôler les détroits de Malacca, 80% de ce qui sort de la Chine. Hormuz, c'est 80% du pétrole qui rentre. Mais vous imaginez quand même la diversion si on suit votre stratégie. On lance une guerre en mettant le Golfe à feu, tout ça pour son hémisphère américain, ça tient debout ça? Et parce que les Chinois font ça, hein. Vous voyez, quand vous regardez la carte, c'est un peu plus utile. Ah non, ça peut même être assez brutal, mais quand vous regardez la carte de la Chine vue par les Chinois depuis 2013, elle n'est plus horizontale, comme nous voyons nos pancartes, elle est parfaitement verticale. Elle va de l'Arctique à l'Antarctique, ça c'est à nous. Les Américains ont dit, bon, pas parfait, ça c'est à nous aussi. Et donc ils ont bloqué deux hémisphères, deux hégémons, deux empires, un déclinant, un renaissant. Il reste un obstacle essentiel pour les Chinois qui est l'Inde, notre principal allié et notre principal client en matière militaire, je le rappelle quand même parce que c'est pas tout à fait secondaire par rapport à nos enjeux dans ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Et puis au milieu, il y a une zone de prédation qui est un marché et qui n'est pas une puissance, nous. Alors ça c'est du côté vertical. Maintenant si on regarde la carte au niveau horizontal et si on zoome sur les détroits d'Ormuz, c'est pas forcément une réussite là, ce préambule, d'accord? Vous diriez plutôt que les États-Unis sont vainqueurs parce que l'Iran dit qu'elle a gagné. Militairement, l'Iran a gagné parce qu'ils n'ont pas perdu. Ça, il n'y a pas photo. Politiquement, l'Iran a gagné parce que le régime ne s'est pas effondré. Ça, c'est la défaite de M. Netanyahou. Mais pour le reste, les Américains ont quoi? Leur prix du pétrole n'a jamais été aussi haut. Ils n'ont jamais vendu autant d'armes. Ils ont vassalisé tous les autres. Qui achète des Rafales au sein de l'OTAN? Personne. Qui est dépendant des États-Unis? Tout le monde. Tout le monde est... pardon, hein. Quand vous avez F-35, qu'est-ce que vous faites? Non, mais par exemple, quand on voit que les Émirats Arabes Unis ont payé l'Iran pour ne plus être attaqués, on se dit que peut-être ils changent de parapluie. En tout cas, qu'ils n'ont pas confiance en parapluie américain. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite payent l'Iran depuis le régime en 1979. Vous croyez que la vie est tranquille là-bas juste parce qu'ils s'aiment? Ils se détestent, ils se haïssent, ils s'entretuent. Et donc le principe là-bas, c'est tu payes pour avoir la paix. En français, ça s'appelle du racket et là-bas, ça s'appelle la diplomatie. Donc vous trouvez que Donald Trump a obtenu ses buts de guerre? Il n'a pas réussi à obtenir les 440 kilos d'uranium, par exemple. C'est jetons. J'en sais rien. J'en sais rien. Il a gagné plus de jetons. J'en sais rien. Nous non plus. On va voir le protocole des 14 ou 15 points ou des 13 points. Est-ce que va y avoir la dilution sur place? Est-ce que ça va aller à Boucher chez les Russes sans quitter le territoire, mais en étant vraiment dilué? Le problème n'a jamais été les 440 kilos, mais les 11 tonnes. Je rappelle, il y a 11 tonnes entre 2 et
60%, voire plus, puisqu'on avait même trouvé un site inconnu qui a été bombardé par les Israéliens et les Américains, et que les Iraniens disaient, mais on en a encore un autre que vous connaissez pas du tout, nananer. Donc, on n'en sait rien. Yossi Cohen, l'ancien patron du Mossad, explique dans un entretien cette semaine que dès que l'accord du JCPOA, dit accord de Vienne, avait été signé, il avait été chargé de suivre le patron du programme nucléaire iranien, par ailleurs éliminé depuis, qui avait commencé à enrichir secrètement le lendemain de la signature du protocole d'accord, au cas où, des fois que. Donc, tout le monde ment. Tout le monde ment. Mais, en la matière, après la signature du protocole, et une fois qu'il aura été clairement identifié comme étant le protocole, qui n'est qu'un Memorandum of Understanding, c'est le protocole en vue d'un cessez-le-feu. Enfin, c'est un protocole d'un cessez-le-feu en vue d'un accord, qui n'est pas la paix. Qui n'est pas la paix. Qui n'est pas la guerre, qui n'est pas la paix. Est-ce que c'est une guerre froide, tiède, qui va s'annoncer pour les prochaines semaines, mois, années au Moyen-Orient? Depuis la guerre Iran-Irak, tout le monde sait qu'il n'y a qu'un intermède qui a duré relativement longtemps, parce que les Iraniens ont compris que les Américains voulaient leur destruction. Aujourd'hui, les Américains veulent le désarmement de l'Iran, les Israéliens veulent l'effondrement du régime iranien. C'est pas la même politique. Pendant longtemps, c'était à peu près parallèle, on voyait pas bien la différence. Là, on est dans le grand écart, et c'est le drame que vit le Premier ministre israélien, qui avale couleuvre sur couleuvre, et puis qui essaye de revenir un petit peu en disant non mais là, voilà, il y a eu un lancement de missiles, là il y a un lancement de roquettes, et qui lui est en train de faire pour l'essentiel, le Hezbollah au Liban. Mais à la fin de la fin, Donald Trump dira je suis vainqueur, parce que c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Vous citiez mon livre tout à l'heure. Il aura gagné parce qu'il aura gagné, et on va voir qui contrôlera véritablement le détroit d'Ormuz, qui contrôlera le péage. Vous pensez que la réponse, monsieur Bauer? Non, c'est sûr. Comme nous en parlons régulièrement et que vous êtes très au fait de ces choses, parce que le niveau d'information et de compétence... surtout aujourd'hui. Non, mais le niveau d'information et de compétence de votre chaîne est quand même élevé, il faut dire les choses. Moi, je trouve que vous avez beaucoup d'excellents journalistes. Patrick, non, je sais pas. Non, mais je reste quand même sur votre idée de jeu. Je voilà. l'hommage. Non, mais il m'arrive d'être suffisamment désagréable pour être de temps en temps aimable. Voilà. Mais il se trouve que dans la réalité, aujourd'hui, on va voir apparaître toute une série d'accords qui sont déjà la petite musique de ces accords, qui a commencé à Oman quand l'Iran est arrivé avec 61 négociateurs. Pas 3, 61. Qui avaient chacun leur chapitre à négocier. C'est pas un accord en 15 points, c'est un accord en 60 points, 70 points, 80 points. Ils étaient à peine 10 côté américain. Hein, oui, des détails picrocolins, des trucs auxquels on ne peut même pas imaginer. Qui était exactement la même chose, Robert Mallet racontait ça, sur la négociation du JCPOA. Mais de Barack Obama. Il disait, mais il y avait des trucs, mais on savait même pas d'où ça sortait, ça repartait, ça revenait. Il y avait une virgule par-ci, un point par-là, tout est dans le point et la virgule. Donc on est dans un processus où il va y avoir un accord, ça c'est à peu près clair, tout le monde est d'accord, peut-être qu'il va y avoir un accord, donc il va y avoir un accord. Dans cet accord, il va y avoir une lecture extraordinairement fine de la version en farsi, de la version en anglais, éventuellement des versions dans les autres langues, puisque nous-mêmes, on est partie prenante des sanctions et de la levée des sanctions, y compris la levée des sanctions financières. Donc ce processus-là va nous permettre d'être extrêmement éclairés. Et à ce moment-là, je suis prêt à venir vous faire, avec Patrick, on va faire un bilan l'analyse est-ce qu'il y a plus de choses au début qu'à la fin? Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un péage. Ça, il n'y avait pas de péage dans le détroit d'Ormuz avant. Mais il y en a un dans le Bosphore, il y en a un dans le canal de Suez. C'est pas contraire au droit international. Mais il n'y a pas de droit international. Le droit international est coutumier. L'accord de Montego Bay s'applique à peu près partout, sauf dans le détroit d'Ormuz, parce que dans le détroit d'Ormuz, il n'y a pas de eau internationale. À cause de l'accord de Montego Bay qui a élargi les eaux territoriales. On était soit à Oman. Vous direz ça au président de la République Emmanuel Macron hier, depuis le palais de l'Élysée, qui disait je crois au droit international. Mais moi aussi, je crois au droit international. À côté du Premier ministre canadien, justement, pour parler de sa souveraineté. En matière maritime coutumier, et dans le détroit d'Ormuz, quand ils ont élargi les eaux territoriales, parce que l'accord de Montego Bay, il y a un addendum ou un appendice qui prévoit que ça passe de 3 à 9 miles. Et bien du coup, 12 miles, Marty, la partie internationale des Détroit est devenue ridiculement petite. Et en plus, c'est un endroit où on peut pas naviguer. Oui, vous avez remarqué. Les Iraniens parlent de golfe Persique. Bien sûr. Le reste du monde et surtout les c'est comme le golfe d'Amérique. C'est comme le golfe d'Amérique à la place du golfe du Mexique. Non, mais ils parlent la même langue. C'est ça qui est absolument incroyable. Il y a une logique bizarre. C'est qu'en fait, ils parlent le Trump et Trump parle visiblement le persan. Alors justement, puisqu'ils parlent chacun leur langue, Abbas Araghchi a dit l'Iran a remporté la guerre. Donc Donald Trump demain dira j'ai gagné. Comment est-ce qu'il va, puisque vous le connaissez très bien, mettre en scène ce qu'il appelle sa victoire? C'est simple, j'ai gagné. J'ai gagné. Donc je parade pour mon anniversaire. En cas de doute, revoir le 1, j'ai gagné. Voilà, c'est ça. Et l'affirmer très fort et ne jamais douter. Jamais. J'ai gagné. 2, en cas de doute, j'ai gagné. Ne jamais perdre, donc j'ai gagné. Ne jamais reconnaître qu'on a perdu, donc j'ai gagné. Saturer l'espace médiatique, car j'ai gagné. C'est tout. Et ça marche, cette stratégie de la persuasion, justement, sur son électorat américain. Président des États-Unis après une tentative de coup d'État. Bon, là, il y a quand même une large défiance quand même dans son électorat, y compris dans sa base MAGA. N'importe quoi. Il a gagné toutes les primaires. Tous ses opposants ont été déchiquetés aux élections primaires. C'est une défaite, ça? Tous les gens qui se sont opposés à Donald Trump, qui ont essayé d'envoyer Donald Trump devant le jugement du Congrès, ont été battus et sèchement battus par les candidats MAGA qui se sont tous roulés par terre devant Donald Trump. Alors si ça c'est une défaite, moi je souhaite perdre souvent.